Bonjour, bonjour, et on donne suite à notre vidéo où je parle de la situation compliquée avec la Covid-19 au Brésil. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, donc regardez ici, où je parlais du système de santé au Brésil. Et maintenant, on va continuer les sujets complexes en parlant de la politique qui malheureusement a posé plusieurs blocages par rapport aux politiques de santé publique pendant la pandémie de Covid-19 au Brésil. Laissez déjà votre like, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Appuyez sur le petit bouton de notification, comme ça vous allez être notifié à chaque nouvelle vidéo dans la chaîne. Et attendez la vignette pour continuer les sujets. À bientôt! Et bon, on y va. On sait qu'aujourd'hui au Brésil, on a un président très spécial, on va dire comme ça, une figure un peu particulière, qui s'appelle Bolsonaro. Je ne vais pas arriver à dire Bolsonaro parce qu'en portugais on dit Bolsonaro, donc je m'excuse, mais je dirais Bolsonaro plusieurs reprises parce que c'est plus naturel pour moi. Mais vous savez que c'est Bolsonaro, je parle de lui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a déjà des gens qui me disent mais comment est-ce qu'il est arrivé, comment il est devenu président, comment est-ce que les gens ont voté sur lui? Il y a toute une situation complexe derrière cette élection en fin 2018. Et si vous voulez savoir un peu plus à ce sujet, très complexe, donc vous écrivez ici en bas et s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces sujets, je peux faire une vidéo que sur ça. Ça va me donner beaucoup de travail, mais je le ferai. Donc voilà, il a été élu. Il a été élu en 2019, on a eu déjà des situations compliquées par rapport à certaines choses qu'il a dit. On va dire qu'il a un peu du mal à s'exprimer. Pour rester très délicate, je dirais comme ça. Et des fois, il dit des choses qui ne sont pas bien mises, on va dire comme ça, et il peut être très agressif, il peut vexer beaucoup de gens. On sait que bon, il est misogyne homophobe, donc il y a deux choses que je dirais, que vous allez dire ah bon il fait ça, oui, il est connu homophobe et misogyne. C'est quelqu'un d'extrême droite qui est pour la dictature militaire, il a déjà dit ça plusieurs fois. Au Brésil, on a eu une dictature militaire pendant les années 60, elle a commencé en 1964, elle a fini en 1984, donc 20 ans de dictature militaire où on a beaucoup souffert, mais il y a quand même un mouvement récent qui essaye de ramener cette dictature en disant que c'était un bon moment pour les Brésil, où on a eu une croissance économique. Bon, il faut rappeler que pendant une dictature militaire, toutes les informations sont contrôlées par l'État, par les militaires, et que, bon, s'ils disent qu'on a une croissance économique, on peut que croire, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais je peux vous dire qu'après la dictature, quand on a pu voir les documents et exploiter un peu plus ces informations, on a vu que non, beaucoup d'informations ont été changées. Et non, on n'a pas eu cette croissance presque miraculeuse que les gens disaient. Au contraire, c'est là que les plus grandes dettes du Brésil ont commencé. Mais bon, on a quand même ces mouvements qui est pour la dictature militaire. Et Bolsonaro fait partie de ces groupes-là. Donc je vous explique un peu voilà, les contextes et un peu la façon de penser du président. D'accord? Alors, on revient un peu en arrière et on arrive en mars 2020 quand la pandémie a explosé dans le monde et que tout le monde a décidé de tout fermer. À ces moments, au Brésil, on a tout fermé aussi pendant 2 semaines. Mais juste après ces lockdowns global, les pays ont commencé à réouvrir. Il y a quelques-uns qui ont décidé de continuer. Et au Brésil, on a commencé une grosse dispute entre les ministres de la Santé de l'époque et les présidents du Brésil. Pourquoi? Bon, les ministres de la Santé à l'époque, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit à l'époque, c'était Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta était un médecin orthopédiste, bon il est encore, mais pour dire, il est un médecin orthopédiste
qui était mis dans le ministère de la Santé au début du mandat du président Bolsonaro, en janvier 2019, et qui donc est resté jusqu'en avril 2020. Pourquoi je dis il est resté jusqu'en avril? Parce qu'il a été viré par les présidents. Et pourquoi il a été viré? Bon, parce qu'il défendait qu'il fallait continuer avec tout fermé, qu'il fallait continuer le lockdown, qu'il fallait continuer la distanciation sociale et qu'il fallait utiliser de masques. Et les présidents n'étaient pas convaincus de ça. Pour lui, et donc comme on voit maintenant avec un peu de véhicule, on peut voir, il commençait à dire que non, il était très inquiet par rapport à la question économique et que les gens n'allaient pas arriver à vivre si ils ne continuaient pas à travailler, ils allaient mourir de faim et qu'on ne pouvait pas continuer avec une fermeture comme ça de restaurants, de magasins, etc. Au début, il avait donc ces discours qui se montraient quand même d'une personne inquiète par les gens, par les peuples, mais avec les temps, on voit que non, il s'utilise de ça à plusieurs reprises, vraiment comme une excuse pour aller contre les politiques de la santé qui sont maintenant utilisées dans tous les globes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a viré ses ministres de la santé, parce que bon, ils n'étaient pas dans la même ligne de pensée, et il a choisi un deuxième ministre. Donc, ce deuxième ministre, Nelson Teich, il était oncologue. Et il est resté combien de temps dans cette position? 1 mois. 1 mois, c'est tout ce qu'il a eu, parce que comme lui aussi, il défendait tout ce que les ministres précédents défendaient, il était vite fait viré aussi par notre président. Et là, il choisit le 3e ministre de la Santé en 1 an, et ce 3e ministre de la Santé était Eduardo Pazuello. Quelle est la différence avec Eduardo Pazuello? C'est qu'il n'était pas médecin, il était général de l'armée. Et voilà, c'est que Bolsonaro voulait pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Donc il a décidé plusieurs choses avec le ministère de la Santé qui allaient totalement contre tout ce que l'OMS disait, tout ce que les médecins spécialistes, les présidents des sociétés d'infectiologie disaient. Et c'est là que notre grand cauchemar a commencé. C'était 1 an de disputes entre les présidents et toutes les organisations de santé et aussi tous les départements du Brésil. Pourquoi? Quand il a commencé à faire ces décisions-là, on ne va pas fermer, non, on n'a pas besoin de masque. Vous pouvez même trouver des vidéos de cette époque-là où il disait « je ne porterai pas de masque, je pense que c'est inutile ». C'est récemment seulement qu'il a commencé à utiliser, à porter de masque. Et donc il disait ça, donc quand il faisait ses apparitions publiques, il disait effectivement on n'a pas besoin de s'isoler, on n'a pas besoin de ci, de ça. Et il a même fait de blagues en disant venez chez moi faire un barbecue ce week-end. Et tout ça, on peut trouver des vidéos sur internet où il parle exactement ça. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez voir plus loin pourquoi j'ai dit qu'on peut trouver tout ça sur internet. Attendez. Donc voilà, on a commencé ces disputes entre tout ce qu'il disait comme président. Il faut se souvenir de ça. Quand il se montre en tant que président et qu'il fait son discours, c'est important. Il y a des gens qui l'écoutent, il y a des gens qui vont le suivre. Et il ne mesure pas les mots qu'il va utiliser. Ça nous a conduit à plusieurs situations de danger. Et donc, ils ont commencé à dire non, on ne fermera pas, non, on ne fera pas ça, on ne va pas utiliser de masque, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça. Et on a eu un mouvement de préfets de département. Au Brésil, on a 27 départements et donc ils ont commencé à se réunir. On a eu toute une question judiciaire, donc c'était
les suprêmes tribunal fédéral du Brésil qui a décidé que donc les départements et les municipes, les communes, pouvaient décider pour eux-mêmes et ne pas être attachés forcément au gouvernement fédéral. C'est ça qui nous a sauvés, entre guillemets, parce que comme ça, chaque département et chaque commune a pu faire sa campagne, son mouvement pour la santé, mais localement. Donc d'un côté, c'est pas bien sûr, on avait besoin de quelque chose de central, quelque chose qui nous dise quoi faire, qui dit vraiment là on fera ça, il faut suivre ça pour avoir de fiscalisation. Il fallait quand même que ça soit fait de façon dans l'ensemble, parce que si il y a du gens qui passent d'un département à l'autre, il y a tout qui change, il y a des règles dans un département qui sont différentes de l'autre. Et c'était compliqué. Par exemple, il y a des entreprises qui sont ouvertes dans un département, des entreprises qui sont fermées, donc ils vont faire des ventes et vont faire les transports. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va gérer la logistique. Donc tout ça c'était compliqué, mais heureusement on a eu ces mouvements de départements et des communes, parce que sinon on serait dans un état pire que maintenant. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année? Dans l'année, on a vu notre courbe grandir et puis redescendre, parce que dans chaque localité, ils ont fait de fermeture de certains commerces, etc. Pas un vrai lockdown, mais ils ont fait de situations, de certaines mesures pour contenir la pandémie. Ils ont fait des hôpitaux de campagne un peu partout. Là, on a eu un souci aussi avec le président Bolsonaro, parce qu'à un moment donné, il a exhorté ses suiveurs à envahir, c'était ça les mots, envahir les hôpitaux de campagne pour voir que tout ça c'était de mensonges qui les gens avaient fait, donc les préfets de département ou les maires de communes, ils avaient fait des hôpitaux de campagne que pour l'attaquer, on va dire comme ça, et que s'ils envahissaient les hôpitaux de campagne, ils allaient voir qu'ils étaient vides, et qu'ils allaient voir que c'était un mensonge, qu'ils seraient vides, que ça montre que la pandémie n'est pas si dangereuse que ça, et que c'était une utilisation de l'argent public pour rien. Donc il a exhorté les gens à faire ça. Et il y a des gens qui ont fait ça, qui ont envahi les hôpitaux, donc ils ont envahi des hôpitaux où il y avait des gens contaminés. Voilà. Ça commence là déjà, certains crimes qui ont été commis. Je sais que j'ai fait une accusation un peu grave, mais en ce moment, il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire ces accusations au président. On a eu récemment une personne publique qui a appelé Bolsonaro de génocide. C'est lourd, mais il y a des avocats, donc cette avocate qui défend la santé publique était en train de parler de ça, qu'elle dit qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur de mots et de faire face à la réalité. Donc s'il fait vraiment de citations, son discours est contre la protection des gens, qu'à un moment donné, il nuit même les actions de santé que les départements ont fait, il ouvre les chemins pour que la pandémie continue. Et il fait des accusations graves par rapport au vaccin aussi, et ça ramène les gens à la mort. Et aujourd'hui, on arrive à 300 000 morts au Brésil à cause de la Covid-19, et qu'il y a des gens que oui, l'accusent effectivement du génocide et des crimes contre l'humanité. Donc on est à ces niveaux-là, pour que vous compreniez un peu. Je vous explique ce qui se passe au Brésil en ce moment. J'explique ce que les gens sont en train de discuter et qu'il y a quand même des accusations graves par rapport à ça. Voilà, on continue. Donc, vers juillet, août, on commence à parler de vaccins qui peut-être seraient prêtes pour la fin de l'année. En septembre, octobre, on a déjà des entreprises, les grandes entreprises qui ont commencé à faire de vaccins, qui commencent à offrir ces vaccins au pays pour voir ceux qui veulent déjà réserver de doses.
On a eu Pfizer qui a contacté donc les ministères de la Santé en disant on peut vous offrir de doses, dites-nous combien de doses vous voulez, hein, on va vous envoyer. Et le président a dit non. Donc tout ça a été récemment mis public où ils ont l'entreprise, hein, c'était Pfizer qui a montré qu'effectivement ils ont contacté notre pays et qu'ils ont eu non comme réponse. Donc vous voyez, c'est très compliqué parce qu'on a quand même un gouvernement qui est un peu perdu, qui fait des déclarations un peu contre tous les mouvements de santé internationaux, et les gens sont bien sûr confuses. C'est normal. Imaginez-vous si ça se passait en France. Donc on voit le monde entier qui fait une chose et on a notre président, notre ministère de la Santé, notre ministre de la Santé qui dit non, il ne faut pas, il y a de vaccins. Donc le président a fait aussi des discours où il disait moi je ne prends pas ces vaccins, c'était trop vite fait, c'est bizarre, on ne sait jamais qu'est-ce que peut se passer. Donc les gens se sont dit il y a quelque chose de bizarre, hein. Il y a notre propre président qui dit ça, s'il y a les ministres de la Santé qui n'achètent pas de doses de vaccin et qui n'a pas vraiment une action fédérale, hein, de gouvernement fédéral qui nous dit quoi faire, qu'est-ce qu'on fait alors? Voilà, on a eu les gens complètement confuses sans savoir à quoi croire. En parallèle, on a aussi une autre question grave par rapport au traitement. Comme vous savez, on n'a pas vraiment de traitement pour la Covid-19. On peut offrir de l'oxygène, hein, on a des recherches qui montrent que les corticoïdes peuvent aider hein, dans les manifestations modérées à graves, mais il n'y a pas un traitement, un médicament qui va vraiment guérir, qui va vraiment faire un effet. On n'a pas jusqu'à ce moment trouvé une molécule qui puisse vraiment faire une grosse différence par rapport à l'infection par Covid-19. On a eu, et même ici en France, on a eu toute la question concernant l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, et au Brésil aussi. Et bon, Bolsonaro au début avait même dit « Ah, ça c'est qu'une petite grippe ». Moi, à cause de mon passé d'athlète, j'aurai pas une infection importante si je prends cette petite grippe. Vous pouvez trouver ça en vidéo aussi. Et bon, il a chopé les virus à un moment donné et il a pris de la chloroquine. En plus, il a fait des vidéos montrant qu'il prenait de la chloroquine et qu'il se sentait bien. Et donc il a stimulé les gens à utiliser la chloroquine. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des médecins au Brésil, donc que voilà, je sais pas, ne prenez pas ces médecins-là comme les modèles de médecins au Brésil. Hein. Normalement, on a une formation qui est très bien, on est toujours avec la médecine basée dans des données, mais là je ne sais pas, c'était le désespoir, cette confusion, donc là vous avez compris un peu hein, les contextes qu'on était. On a eu des médecins qui ont commencé à créer un kit Covid. Hein. Qu'est-ce que c'est ces kits Covid? C'est l'hydroxychloroquine avec azithromycine, avec ivermectine, c'est un vermifuge. Et ces trois médicaments-là ont commencé à faire un buzz au Brésil parce que tout le monde parlait de ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Non, ça marche pas. On a déjà des recherches cliniques qui montrent qu'il n'y a pas vraiment d'action par rapport à l'ivermectine, à l'hydroxychloroquine, même l'azithromycine. Voilà, ça n'a pas vraiment d'indication. En plus, ça crée des bactéries résistantes. Mais bon, on a eu du groupe de médecins qui ont commencé à prescrire ces kits Covid comme prévention ou comme traitement. Et on a eu beaucoup de gens, malheureusement, qui ont commencé à utiliser ces médicaments d'une façon complètement anarchique. J'ai des collègues médecins au Brésil. Il y a un collègue à moi qui est au sud du Brésil. Il m'a dit qu'à un moment donné, il a commencé à être poursuivi par d'autres médecins, parce que lui, il prescrivait pas les kits Covid. Et donc, il y a d'autres médecins qui l'ont cherché pour demander pourquoi vous ne prescrivez pas. Il faut.
Donc il avait même une coercion, une situation vraiment de pression par rapport aux confrères. Et donc c'était vraiment une situation inimaginable, hein. Donc ses collègues à moi, il a eu cette pression. Il a dit non, tant qu'il n'a pas d'évidence, je ne ferai pas. Mais c'est difficile pour lui de continuer avec cette position. Bon, une des choses plus récentes qu'il a fait aussi, Bolsonaro, c'était de dire qu'il était donc contre les vaccins. Et comme ces messages sont répandus sur Internet et aussi sur WhatsApp, au Brésil on utilise beaucoup WhatsApp, beaucoup plus qu'ici en France. Il y a même les entreprises qui utilisent comme façon de communication avec leurs clients. Il y a même des médecins qui prennent de rendez-vous, son agenda par WhatsApp même. Donc c'est vrai que WhatsApp au Brésil, c'est quelque chose de très important, très répandu et les gens utilisent souvent. Et on a eu toute une question par rapport à la population indigène du Brésil. Comme vous savez, le Brésil était un pays qui était colonisé par les Portugais. Pas seulement, on a eu des moments où même de Français et d'Hollandais sont arrivés au nord-est du Brésil, mais bon, les Portugais ont vite fait récupérer leur territoire. Mais bon, on est passé par une colonisation. Ils ont malheureusement tué beaucoup d'indigènes, soit par assassinat, vraiment meurtre, soit par de maladies qu'ils ont ramenées avec eux. Mais donc on n'a pas beaucoup d'indigènes dans notre pays. Et ceux qui restent sont dans des réserves, on appelle réserves indigènes, donc ils peuvent vivre tranquillement de leur façon, avec leurs habitudes, leur culture. Ils peuvent utiliser la terre pour faire des plantations et ils sont protégés par l'État. Ça aussi, c'était une question qui était très discutée pendant les gouvernements de Bolsonaro parce qu'il n'est pas très soigneux par rapport à ces populations. Et quand là, maintenant, qu'on a commencé les mouvements de vaccins, un problème avec la caméra, on va continuer comme ça, mais bientôt je vais finir. C'est seulement pour vous expliquer, donc à ces moments où on a vraiment chaque maire ou préfet de département qui fait lui-même, hein, où ils font du groupe entre eux pour commander les doses de vaccins, pas en action fédérale, hein, de tous les pays malheureusement. Donc quand ils ont commencé à faire ça, on a eu en Amazonie, donc c'est où on trouve la plupart de populations indigènes. On a l'armée et la santé qui travaillent ensemble. Et donc, il y a des hélicoptères qui ramènent l'équipe de santé aux endroits plus éloignés, où on a ces populations qui sont plus isolées. Ils ont ramené l'équipe de santé pour faire les vaccinations, hein, la vaccination de ces groupes-là. Et quand ils sont arrivés, ils avaient tous les indigènes qui l'ont reçu avec l'arc-flèche prêt à attaquer parce qu'ils ont eu par WhatsApp. Oui, ces populations ont l'accès à Internet, ils ont aussi de portables. Ils ont vu ce que les présidents avaient dit, que le vaccin était dangereux, qu'ils ne savaient pas si c'était bien fait parce que c'était trop vite fait et que peut-être il y avait des effets secondaires très importants. Et donc la population-là a eu peur et ils ne voulaient pas se faire vacciner. Donc cette équipe a dû retourner sans vacciner ces groupes-là. Après, ils ont eu les agents communautaires. Vous vous souvenez que je parlais au début de la vidéo, que j'ai expliqué qui sont-ils. Ils ont fait tout un travail avec cette population pour expliquer, voilà, montrer les évidences, essayer de montrer, hein, parce que c'est de mots aussi très spécifiques, hein, parler de recherche clinique, etc. Mais montrer que les vaccins étaient sûrs, qu'on n'avait pas de soucis par rapport à ça et que c'était pas ça qui allait les tuer, mais la maladie pourrait, elle, les tuer. Et après toute cette conversation, l'équipe est revenue et a réussi à vacciner quelques-uns, mais pas tout le monde, parce qu'il y avait encore des gens qui avaient peur et qui ne voulaient pas se faire vacciner. Donc vous voyez, c'est complexe, c'est difficile, c'est une situation délicate à cause de cette question politique qu'on a, tous ces contextes que je vous explique. C'est pour ça que la vidéo était longue, hein, mais c'est pour expliquer vraiment, c'est pas une petite chose, ah voilà, c'est à cause de ça qu'on est dans cette situation. Non, c'est complexe. Et donc pour finir, c'est pour ça qu'à plusieurs moments j'ai dit
que Bolsonaro avait dit ça et ça, et que tout ça, on peut trouver sur des vidéos. On peut trouver sur YouTube, n'importe où, mais on trouve plusieurs vidéos. Parce que là, au début de l'année, quand il a commencé à être critiqué de façon plus lourde, hein, comme j'ai dit, il y a des gens qui l'accusent de génocide et de crimes contre l'humanité. Là, il a dit « Ah non, mais j'ai jamais rien dit de mauvais par rapport au vaccin. Montrez-moi une vidéo où j'ai dit ça. » Et là, il y a plusieurs personnes qui ont répondu avec toutes les vidéos. On a quand même beaucoup de choses qu'il a dit. On a plusieurs vidéos où il décide de donner son avis, amène plus de complications qui aident. Donc voilà, ils ont répondu en disant, mais voilà, on a tout ça, on a tous ces vidéos-là, et oui, on peut vous montrer. Voilà. C'est pour ça qu'à plusieurs moments, je vous dis, faites bien attention, tout ça, on peut trouver sur Internet. Donc voilà, c'est tout ça, c'est complexe, et même si là, on a quand même ces chiffres horribles de 300 000 morts, on a aussi, de l'autre côté, la vaccination qui avance, et on a, la question du gouvernement qui ne fait pas cette action fédérale pour tous les pays, parce que ça devrait être fait par le ministère de la Santé, de vraiment faire un mouvement pour tous les pays, commander des doses de vaccins, faire des accords avec plusieurs entreprises et pas qu'une, qui ne sera pas capable de produire tous les doses de vaccins qu'on a besoin au Brésil. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça passe, et c'est aux préfets et maires de faire par eux-mêmes ces accords. Et ça fait un mouvement plus lent que ce qu'on attendait, et aussi par rapport à la capacité des entreprises de fournir les doses de vaccins. On sait qu'on ne va pas arriver à vacciner 80 millions de personnes comme ça, parce qu'on n'arrive pas à produire tellement de vaccins en court espace de temps. Et donc là, je vous parle aujourd'hui, c'est lundi 29 mars, et j'ai les données jusqu'à vendredi, donc jusqu'à vendredi dernier au Brésil, ils ont vacciné 18,5 millions de personnes. Ça veut dire qu'on a dépassé par exemple les chiffres de la France, que je viens de voir, compter 14 millions de vaccinés. Donc c'est différent aussi, parce que je vous rappelle, comme on a 210 millions de personnes au Brésil, ça fait 4, quelque chose % de la population. Mais on espère que ces mouvements de vaccins, donc la campagne qu'on réalise, que ça va vraiment se poursuivre de façon tranquille, constante. Et si on n'a pas de soucis avec les gouvernements fédéraux, les présidents du Brésil, on espère que voilà, tout va bien se passer. Et si vous avez de questions, de commentaires, écrivez ici en bas, je verrai, et voilà, si vous voulez savoir d'autres choses, vous me dites, et je peux faire d'autres vidéos pour expliquer d'autres questions par rapport à mon pays d'origine. C'est ça, j'espère que vous avez bien aimé, laissez votre like et partagez la vidéo. Restez bien en paix et avec santé, prenez bien soin de vous, à la prochaine.